Bonjour. Dernièrement, nous avons célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. Quel est le constat dans l'importance accordée au pluralisme et à la diversité? La situation a-t-elle évolué? Quel est le regard d'un journaliste de la diaspora par rapport aux différents drames liés à l'immigration? C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui dans notre émission Africa Europa avec Monsieur Mirko Popovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste, vous êtes président de l'ASBL Tissouka et coprésident de l'ASBL Africa, LIA. Monsieur Pierre Migisha, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes politicien et vous êtes ex-journaliste sportif à la RTBF. Oui, c'est RTL. Oui, excusez-moi, RTL. Monsieur Nicolas Rinaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes fonctionnaire européen, libéral. Monsieur Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-journaliste à la RTBF et aussi ex-fonctionnaire des Nations Unies. Donc voilà. Alors, Monsieur Ousmane Kaba, vous avez été un des premiers journalistes de la RTBF. Comment expliquez-vous l'absence aujourd'hui en Belgique de la diversité dans les médias? Est-ce un choix assumé? En fait, quand on parle de diversité au niveau de la RTBF, il faut reconnaître que c'est une des premières télévisions quand même qui a instauré un plan de travail concernant la diversité. Il y avait à l'époque, dans les années 70, ce qu'on appelait sur toute la diversité que l'on trouvait au niveau de l'immigration. Il y avait des émissions pour les Italiens, pour les Espagnols et pour les pays donc, venant des pays maghrébins, parce que c'était eux qui étaient les pourvoyeurs d'immigration. Et ensuite, ça s'est traduit par Simba. De Simba, c'est devenu 1001. Et ensuite, nous, parallèlement, en travaillant avec le Conseil international des radios et télévisions d'expression française, de CIRTEF, il a été instauré donc Reflet, Image d'ailleurs, ça s'appelait. Et ensuite, donc, c'est devenu Reflet Sud depuis déjà début des années 2000. Et cela continue tranquillement. Il faut dire que la diversité était là, mais c'est comment elle s'exprimait. C'est là peut-être dans le débat qu'on verra bien qu'il y a des formes de diversité qui ne sont pas toujours mieux exprimées. Est-ce que c'est cloisonné? Est-ce que c'est assez interculturel? Non. Merci. Alors, Monsieur Migisha, vous justement, vous êtes politicien, mais avant, vous étiez ex-journaliste sportif à RTL. Alors, la même question pour vous. Est-ce un choix assumé, ce manque de diversité dans les médias? C'est-à-dire, je pense qu'il y a une volonté quand même qui existe chez les responsables, que ce soit à la RTB ou à RTL, de coller quand même au mieux à ce qu'est la société, hein, la diversité présente dans la société, singulièrement dans les grandes villes comme Bruxelles. Et il y a aussi un observatoire des médias qui fait un rapport à la ministre de l'audiovisuel, enfin au ministre de l'audiovisuel actuellement. En ce qui me concerne, je pense que pour RTL, Ousmane a parlé de la RTB, moi je parlais d'RTL. En fait, je pense que c'est vraiment lié aux personnes qui viennent à la nature des personnes, aux caractéristiques des personnes, au talent des personnes. On ne regarde pas tellement l'origine. Je ne suis pas certain que RTL, on se soit dit « Ah, Hakima Darmouche est d'origine marocaine, ça va être bien parce qu'on va être dans la diversité ». Je pense qu'elle avait du talent. Et c'est surtout pour ça qu'elle est aujourd'hui l'une des présentatrices du journal. Donc je pense que, il n'y a pas trop, je dirais, de calcul par rapport à cette problématique. Merci. Monsieur Nicolas Rinaldi, vous, en tant que fonctionnaire européen, pensez-vous que les médias en Europe accordent une importance à la diversité? Je pense que la question que vous posez, c'est assez structurel en Europe, peut-être aussi en Afrique. C'est-à-dire, il y a sans aucun doute une attention à la diversité. Il y a, par exemple, dans les politiques de recrutement des institutions européennes, une attention à la diversité. Dans les médias, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore suffisante, mais une certaine ouverture quand même est présente. Mais pourtant, ce que je trouve, et je trouve surtout en tant qu'ancien député, c'est qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de réflexions sur l'Afrique en Europe, mais qui est surtout menée par des Européennes.
Et je dirais que c'est un peu la même chose en Afrique. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup d'engagement à l'égard de problèmes qui nous sont communs, comme l'immigration, mais qui est souvent une réflexion entre Africaines. Alors, ce qu'il manque, c'est des espaces communs où il y a un débat entre les deux côtés qui devient une réflexion unie, une réflexion commune. Et ça, c'est probablement quelque chose sur lequel pas seulement la politique et les médias doivent s'engager, mais aussi, par exemple, tous les milieux académiques. Merci. Monsieur Mirko Popović, vous avez piloté plusieurs projets qui ont été mis en place en collaboration avec des gouvernements européens dans la Belgique. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Moi, je suis aussi d'origine étrangère, je dirais, par mon nom en tout cas, mais je suis belge et européen. Mais la question, c'est la question de qui suis-je, la personnalité, quelle est mon identité. Et pour moi, les jeunes, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient de l'extérieur, qu'ils vivent en Afrique, quand s'ils sont en voyage et qu'ils voient la télévision, que voient-ils? Ils voient des émissions de télévision, des reportages d'actualité qui sont extrêmement lucides et sévères sur l'Afrique en particulier. Ils ne voient très peu de moments valorisants dans lesquels on met en valeur des personnages, à part peut-être en football ou en autre. La plupart de l'Afrique n'existe pas, en tout cas dans les médias, ou très peu. Il y a quelques efforts. Donc c'est un problème, parce que sur quoi je vais bâtir mon identité, mon apport? Or, ils ont beaucoup de raisons d'être fiers aussi de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été, de ce qu'ont été, sur le plan positif. Donc le problème, pour moi, c'est l'identité positive. Est-ce que les médias, est-ce que dans la diversité positive, les apports des autres cultures, que ce soit africaines ou autres, hein, mais voilà. Okay, je pense aussi dans les exemples qui sont choisis dans les reportages, dans les journaux télévisés, parce que Mirko vient de parler de ça en particulier. Je pense qu'un effort doit être fourni de la part des journalistes pour, quand on doit avoir un témoignage sur le terrain, de ne pas spécialement aller dans les quartiers BCBG où on va d'office trouver directement des gens parlant facilement le français. Je pense qu'il faut se dire que voilà, on vit dans un pays multiculturel, et qu'il faut se rendre partout. Et si on parle d'un commerçant, on peut très bien aller dans une épicerie tenue par une personne d'origine turque ou d'origine d'un pays de l'Est, et pas spécialement belgo-belge. Et donc ça, je pense que c'est un effort qui doit être fourni. Alors, donc, le 3 mai, nous avons fêté la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors, quelles sont pour vous vos impressions par rapport à cette liberté? Par exemple, autant d'un point de vue européen que d'un point de vue africain. Mirko? Moi, je voudrais montrer d'ailleurs un livre. En Afrique, par exemple, la photographie africaine. Pourquoi la photographie africaine? Parce que africaine, ça veut dire faite par des Africains, pas faite par des Européens ou Américains ou Japonais qui vont voyager. Elle n'existait pas, ou il n'y a pas longtemps qu'elle existe. Donc nous avons lancé une collection de livres photos. Ici, c'est un livre d'un Burundais. On est en pleine actualité. Et c'est un photographe burundais, Mazina, qui a photographié les élections depuis plusieurs années. Parce qu'il est témoin, avec sa capacité et sa pénétration dans les couches les plus ouvertes de la population burundaise, il va photographier ce qui se passe. Ce qu'un Européen ou un Américain ou un Japonais ne sait pas faire. Il va carrément et il va saisir la réalité de ces mouvements, de ces réactions populaires, je dirais, dans des pays. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Teddy est en Belgique, il vient de rentrer au Burundi d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme photographe africain, burundais, je dois être là pour témoigner. Et donc, ça fait partie du journalisme. C'est une forme de journalisme qui n'est pas le journalisme écrit ou dit, c'est le journalisme photographique. Donc ça me semble très important aussi. C'est comme il y a un proverbe africain qui dit d'ailleurs la chasse au lion est toujours racontée par le chasseur, jamais par le lion, forcément, puisqu'il meurt. Donc ici, le proverbe africain signifie les Africains doivent prendre leur imagerie, entre guillemets, en charge et montrer ce que veulent montrer. Et ce livre, par exemple, qui vient de sortir, est extrêmement
positif, parce que ça ne montre pas des horreurs qu'on a l'habitude de voir au JT ou dans des photos de grands journaux occidentaux, entre guillemets. Ça montre la difficulté de gens qui se battent, qui revendiquent. C'est ça qui est important. Donc c'est... Voilà. Ok, merci. Monsieur Niccolò Rinaldi, pour vous, quelle est la position européenne? Quelles sont les avancées en ce qui concerne la liberté d'expression? À mon avis, il n'y a, comment dirais-je, rien de donné. Nous partons toujours du point de vue que la liberté de presse est quelque chose d'acquise. Il faut toujours se poser une interrogation sur ce plan-là, dans le sens que nous avons des bases juridiques qui sont tout à fait positives, mais dans la réalité, les intérêts financiers, le marché de la publicité qui peut conditionner les éditeurs, parfois une absence de méritocratie, fait que n'est pas évident d'avoir tout le temps des médias qui soient véritablement indépendants. Donc, il faut vraiment s'engager, soit d'un point de vue des législateurs, soit d'un point de vue de qui fait la profession du journaliste. En tenant compte qu'aujourd'hui, nous avons quand même un marché qui est beaucoup plus large, parce que les nouveaux médias, les nouveaux plateformes telles qu'Internet, les social networks posent quand même des alternatives aux citoyennes qui peuvent faire vraiment de la concurrence et parfois de façon plus libre, plus spontanée par rapport aux médias traditionnels. Et un des éléments d'une presse qui soit véritablement libre, c'est, encore une fois, un peu dans la mouvance de ce que M. Popovic fait en tant qu'écrivain et éditeur, c'est-à-dire de représenter un pluralisme interne à la catégorie des médias, comme il faut un pluralisme interne à la catégorie des académiciens, des intellectuels, des politiciennes. Et alors, la diversité culturelle, sur ce plan-là, à mon avis, c'est déjà un des ingrédients fondamentaux pour essayer d'avoir une vision qui soit vraiment plus libre. Merci. Alors, on constate aussi une émergence d'une diversité de la presse dans de nombreux pays africains. Mais que manque-t-il justement à toutes ces initiatives pour réellement construire un débat propice au développement? Monsieur Ousmane Kaba, vous qui avez été souvent sur le terrain en Afrique. Il faut reconnaître d'abord qu'il y a deux grandes branches donc, au niveau médiatique que l'on peut constater. Ce qu'on appelle les médias traditionnels, donc qui sont quand même une structure en place depuis longtemps, depuis déjà l'Europe ancienne, et puis ça a touché tous les pays africains. Mais chacun a abordé les critères donc, médiatiques avec des colorations politiques. Au départ, il s'agissait d'abord de donner à l'Afrique une sorte de revendication indépendantiste. Et donc, les premiers leaders politiques et tout ont exigé et concentré tous les éléments médiatiques en leur main parce qu'ils voulaient savoir que leur discours passe. Et ainsi que ce soit la création de l'OIA en 1963, jusqu'à dans les années 80, c'était donc une concentration en contrôle des médias. Mais au niveau de l'Afrique uniquement, je veux dire. Alors, à côté de cela, s'est développé une sorte de révolte médiatique. Les jeunes se sont sentis, avec les études qu'ils ont eu à faire ailleurs, en se frottant à d'autres structures et tout, ont demandé une autonomisation de la presse. Et alors, des médias publics, à côté des médias publics, sont nés donc des médias privés. Et ces médias privés, il y a eu beaucoup plus de pluralisme, mais dans ce pluralisme, il y a vraiment à boire et à manger. Aujourd'hui, on ne peut pas, au début des années 90, ce qu'on constatait sur le terrain, donc de voir beaucoup de médias qui parlent de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, c'est une confusion. Donc, dans le trop-plein, je crois qu'il y a peu de choses assez lucides qu'on peut retirer. Parce que tout simplement, avec ce qu'on appelle les médias sociaux aujourd'hui, les trucs alternatifs comme Internet et tout, chacun est devenu en quelque sorte journaliste et dans n'importe quoi. Et finalement, l'information est brouillée, comme on pourrait le dire. Je pense qu'il y a... on parle de la liberté d'expression, donc on ne va pas faire ici l'exercice de l'Association des journalistes internationales qui fait le rapport et les pays où les difficultés sont bien présentes en termes de censure, en termes d'emprisonnement de journalistes, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais je pense que moi, ce qui m'interpelle le plus souvent, c'est, pour avoir été notamment au Congo,
c'est l'indépendance de certains journalistes, notamment l'indépendance, entre guillemets, économique. Je m'explique. On sait aujourd'hui qu'il y a malheureusement une certaine presse qui, de par le fait qu'il y a, disons, des salaires qui sont bas, qui sont parfois inexistants, il y a des articles ou des reportages qui sont commandés et qui sont... Et donc là, c'est ce qui, moi, m'interpelle le plus quand on parle de la liberté d'expression, c'est plutôt l'indépendance, le vrai respect d'une certaine éthique, d'une certaine déontologie. Est-ce que tous les journalistes qui existent dans le monde entier, de façon linéaire, ont cette même indépendance? Je ne crois pas. Et donc, je pense que s'il y a des efforts qui doivent être fournis, c'est aussi à ce niveau-là pour que nous ayons, dans les pays africains et dans d'autres pays, bien sûr, cette presse totalement indépendante du pouvoir, des pouvoirs en place, bien entendu, mais aussi indépendante d'un point de vue économique, pour ne pas tomber, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sous la coupe des pouvoirs des grands groupes économiques, des lobbies internationaux. Mais même ici, les lobbies existent. Au Parlement européen, vous êtes bien placé pour savoir, il y a des grosses sociétés qui payent des lobbyistes pour infléchir. Mais là, les journalistes gardent malgré tout une certaine indépendance parce qu'ils décident, oui ou non, de tomber, entre guillemets, dans le panneau. Mais au pays, chez nous, par exemple, en Afrique, là, il y a carrément un risque. Oui. Le problème est général en Afrique. Moi, j'étais directeur d'un centre culturel important pendant 28 ans. J'avais 25 personnes à charge de gestion. Mes équivalents congolais, pour ne pas les citer, Mutombo Bouichi, des grands comédiens qui dirigeaient des centres, n'avaient aucune garantie de vie. Ils vivaient au jour le jour. Ah oui. Moi, je peux penser, dans 3 ans, 5 ans, je ferai ça, je vais construire... Et ces gens, donc, quand on discutait, des gens qui m'étaient, je pense, même intellectuellement, nettement plus supérieurs en qualité, en inventivité, en capacité, en diplôme, en tout, étaient sans arrêt à merci. Et donc, c'est la même chose que tes journalistes. Voilà. Et on m'a dit que même chose, les médecins, même chose. Beaucoup de médecins. Donc, ça veut dire que c'est le problème que tout Européen jeune occidental doit se dire, attention, quel est mon équivalent? Que ce soit mes étudiants même. Quel est celui qui est en face de moi là-bas et avec qui j'ai envie d'échanger? Nous ne sommes pas égaux. Tout à fait. Non pas mentalement, intellectuellement, psychiquement. Nous ne sommes pas égaux matériellement parce qu'il y a quelqu'un qui est menacé. Et donc, j'ai un devoir de solidarité parce que si je suis digne de moi et que j'ai envie de me réaliser comme être humain, je dois à un moment être attentif à ça. Comment? Ça, c'est autre chose. Je voudrais ajouter un autre élément. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais lorsqu'on touche la liberté des médias et la liberté des journalistes, il faut aussi considérer une sorte de liberté de création et intellectuelle par rapport aux stéréotypes qui souvent sont des conditionnements très forts sur le responsable des médias. Et il est vrai, parce que c'est une chose que M. Popovic disait avant, que lorsqu'il y a une représentation de l'Afrique, par exemple, ici en Europe, pour quelques raisons, très souvent, on tombe dans des images qui sont plus ou moins des stéréotypes négatifs. Et c'est une sorte de réflexe presque naturel de la part de qui fait les nouvelles, les médias, les news. Et quelque part, c'est une absence de liberté d'esprit qu'il faut essayer de gagner contre aussi ce qui est un peu le lieu commun d'une superficialité culturelle qui veut que tout soit quand même toujours représenté selon un certain mécanisme. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a à faire avec la liberté. Merci. Je crois que c'est le grand problème aujourd'hui de ce qu'on appelle l'interculturalité entre l'Afrique et les pays européens. C'est vrai que la démarche d'échange est inégale. Ce qu'on appelle la détérioration de ces termes de l'échange fait qu'on a une vision haute de l'autre et l'autre est obligé de regarder d'une autre façon, donc en contre-plongée. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'Africains vous diront « Oui, mais c'est comme ça parce que la main qui reçoit est en bas ». Même quand vous leur faites comprendre que ce n'est pas parce que vous recevez quelque chose que vous devez en même temps plier l'échine. Et c'est ça que l'on retrouve, comme le disaient donc Pierre et Mirko, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans le journalisme. Il y a ce qu'on appelle le journalisme alimentaire. Le journaliste, donc, n'ayant pas déjà de structure qui le fait vivre, est obligé d'accepter n'importe quel bakchiche pour pouvoir faire bouillir la marmite chez lui.
Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter n'importe quelle corruption qu'on lui présente et ça passe à la diffamation. À ce moment-là, donc, quelqu'un qui veut régler un compte avec un politicien qui veut régler un compte avec un autre, il vient, il trouve l'autre, il paye le journaliste. Ce qu'il lui paye, lui, il ne se rend pas compte qu'il engage ainsi et la dignité et la respectabilité de cette personne et même donc la confusion dans la société. Et donc, ce journalisme alimentaire doit finir. C'est vrai qu'au niveau général, que ce soit au niveau de l'ONU et tout, on a essayé de trouver des structures fondamentales pour pouvoir dire non, il faut arrêter cela. Par exemple, au niveau de l'Afrique, en 1991, il y a eu la conférence de Windhoek. Donc, il y a vraiment établi des bases. Et ici, ça a été repris au niveau de la Belgique par l'association des journalistes, qui en 1991 a eu à établir des critères de présentation de ce qu'on appelle les gens qui viennent d'ailleurs, que ce soit les étrangers ou bien les voisins ou bien les autres de deuxième ou troisième génération. Donc les termes, on a essayé d'extirper dedans tout ce qui peut entraîner au racisme ou bien au rejet de l'autre. Okay. Oui. Si vous le permettez, juste pour un petit peu aller dans le même sens que ceux qui sont intervenus avant moi, par rapport à l'image que les médias européens véhiculent de l'Afrique, je pense que celles et ceux qui pourraient jouer un rôle important sont les patrons des grands groupes de presse. Bon, moi, pour avoir travaillé pendant presque 20 ans dans une chaîne ici en Belgique, que reçoit-on de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud? Ce sont les images des grandes agences, Reuters, EPTN, etc. Et donc, on est totalement tributaire des images, puisqu'on ne va pas faire un reportage télé uniquement avec du texte. Et donc là, malheureusement, la grande tradition du journalisme, je dirais, ça remonte à la nuit des temps, c'est le rapport mort-kilomètre, etc. Enfin, c'est les catastrophes, c'est les inondations. Et donc, on pourrait envisager d'avoir des reportages, entre guillemets, positifs d'ordre culturel, d'ordre économique, qui soient diffusés aussi sur les canaux de ces... Je sais qu'il y a des blocs dans les grands groupes internationaux d'images. Vous pouvez avoir des canaux économiques, des canaux culturels, mais on pourrait peut-être le diffuser dans le canal Général News, de telle sorte que ça apparaisse davantage dans les grands journaux télévisés, ATF1, RTBF, RTL, etc. Okay. Justement, comme vous le soulignez, d'ailleurs, c'est dans son classement annuel, Reporters sans frontières atteste que les conditions de travail des journalistes se sont dégradées en 2014 et c'est lié à plusieurs facteurs. En Afrique, ce sont les nouveaux conflits, l'épidémie Ebola, les échéances électorales. Et donc, tout cela sont des facteurs de régression. Et il y a aussi, justement, en parlant de ces zones de conflit, c'est aussi une cause liée à l'immigration. Et donc, aujourd'hui même, je crois, la Commission européenne propose une stratégie pour l'immigration. Et donc, ce projet est proposé suite aux nombreux drames qui sont survenus récemment en Méditerranée. Quelle est votre opinion à ce sujet, Monsieur Rinaldi? C'est une discussion qui est extrêmement tragique parce que moi, je viens de l'Italie, qui est évidemment un pays en première ligne et témoigne de tout ce qui se passe dans la Méditerranée. Je dirais deux choses. La première, il n'y a rien de nouveau. Nous n'avons pas le droit d'être surpris et nous avons le droit de réfléchir comment est-il possible que nous n'avons pas encore fait à temps pour mettre en place une véritable stratégie qui sauvegarde la vie de ceux qui essayent le passage de la Méditerranée et qui essayent la route de la migration. Sur ce plan-là, la discussion est extrêmement complexe. Il y a des responsabilités différentes, État membre par État membre, mais je dirais que personne n'est vraiment innocent. Et en tant qu'homme de personnes des institutions européennes, je dois dire que je trouve que les responsabilités majeures quand même sont de la part des États membres, et pas vraiment des institutions européennes qui sont quelque part bloquées par les jalousies ou les égoïsmes des uns et des autres. Et la deuxième chose que je voudrais dire revient sur un thème que nous avons déjà abordé.
il y a quand même beaucoup d'attention et de réflexion au niveau médiatique, au niveau politique, sur la question de l'immigration. C'est un grand thème, évidemment, d'actualité, mais pas encore assez de réflexions communes entre européennes et africaines, ou des autres pays qui sont quand même concernés par les mouvances d'immigration vers l'Europe. Et je pense qu'on ne sortira jamais de ce problème jusqu'au moment qu'il n'y a pas une plateforme où chacun de deux côtés puisse vraiment contribuer de façon active. Okay. Alors, oui, moi, j'ai vraiment une position assez tranchée là-dessus, sur cette question d'immigration, des relations entre l'Europe et l'Afrique. On assiste à ce que moi j'appelle un massacre silencieux et hypocrite de la part de l'Europe. Parce que cette immigration aurait pu trouver, donc, comme le dit si bien donc, le fonctionnaire européen, trouver une solution. Mais il y a cette contradiction au niveau de l'Europe où les politiques communes ne s'exercent pas à ce niveau. C'est devenu une politique individuelle de chaque État qui fait face. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, chapeau bas pour l'Italie, qui en quelque sorte est devenue, et non seulement le réceptacle, mais le seul pays qui essaye de trouver une solution à une situation créée par l'Europe. C'est l'OTAN, avec la demande de Sarkozy et de l'ONU et tout, qui est allé bombarder la Libye. L'éclatement de la Libye a constitué ce auquel on assiste aujourd'hui. Ces bateaux viennent d'où? Ce sont des désesperados de trois parties, que ce soit du sud-est, ceux qui viennent donc du Bangladesh et consorts, et ceux qui viennent de l'est, donc tous les pays maghrébins, et ceux qui viennent du sud, tous les pays africains qui remontent pour venir trouver quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent? Déjà, il n'y a pas d'espace. Aujourd'hui, il n'y a pas de Libye, il n'y a pas d'État. C'est un État néant depuis le bombardement et la mort de Kadhafi. Alors donc, en créant une situation comme ça, ils n'ont pas prévu l'après-Kadhafi, en installant des structures qui puissent faire au moins que l'on contrôle une certaine immigration qui va vers l'Europe. Mais l'Europe elle-même a vécu ça. Le Nouveau Monde a été abordé par qui? Par les désesperados européens, italiens, espagnols, irlandais, qui sont allés là parce qu'ils n'avaient pas de quoi vivre au niveau de l'Europe. Et l'Europe ne pourra rien faire pour arrêter cette immigration. Il faudrait qu'elle essaye de trouver des structures réelles sur place et que l'on essaye de passer à de véritables politiques réelles, pas des programmes d'ajustement structurel qui ont tué beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays africains. De toute façon, Kadhafi n'était pas un véritable ami de la liberté de presse. Hein. Ça, on peut dire. Hein. Ça, c'est vrai. C'est la moindre des choses. Oui, c'est vrai. Il n'était pas un véritable truc, mais son pays, son peuple quand même, son peuple était structuré, suivait sous lui. Il y avait une dictature, d'accord. Mais quand on regarde, combien de dictatures a-t-on connu aussi en Europe? Mais donc la question de fond, pour moi, c'est quand même aussi, on est dans des situations d'urgence, de crise, et donc c'est la panique. Mais je reviens sur quelque chose de fondamental, c'est la coopération au développement, les coopérations au développement, les aides au développement, l'indispensabilité qui régresse. On dit qu'elle a augmenté par-ci, par-là, mais en moyenne, elle régresse, elle est beaucoup plus institutionnelle et beaucoup plus... Et donc la solution du bon sens, tu l'évoques, pourquoi des gens sont partis en Amérique, pourquoi les Africains... mais pas seulement, viennent en Europe, ils ne viennent pas pour le beau soleil, ils ne viennent pas pour ça, ils viennent désespérés économiquement, la jeunesse qui n'a aucun avenir, toutes les crises provoquées par les richesses de l'Afrique, il faut le dire, c'est le continent le plus riche du monde. Et quand on voit au Congo, à l'Est, qu'on cite 1 million de femmes violées et martyrisées, et on ne sait pas arrêter ça, enfin, volonté ou non-volonté de l'État même... où ça se passe, mais également de l'Europe. Enfin, c'est incroyable. Ce serait dans n'importe quel pays d'Europe où il y aurait... on l'a vu en Yougoslavie, on a envoyé des troupes, des canons, etc., pour arrêter ça. Non, pourquoi? Parce qu'on est sur du coltan, ce minerai, on est sur du diamant, on est sur du... Donc, la question, elle est dans la coopération au développement qui est c'est le minimum... Enfin, on n'a même pas atteint les 0,7% en Belgique, mais en Europe non plus, de coopération. Or, si on solutionne entre guillemets, le développement de l'éducation, de l'économie, de la santé. Les gens ne veulent pas nécessairement être riches. Ils veulent être en sécurité alimentaire, physique, éducative et avoir un avenir
pas nécessairement devenir pilote d'avion, mais peut-être simplement agriculteur ou l'autre, qui puisse travailler. Et c'est ça la menace. Et si on travaille en amont, parce que ce qui se passe maintenant, on peut envoyer des troupes, bombarder, revenir, faire les bateaux, on ramasse ce qu'on peut, mais ça n'a rien. Il faut le faire, mais il faut renforcer les systèmes de coopération en Europe, et trop peu de pays européens font la véritable coopération. Il y a beaucoup de bling-bling et de blabla. Puisqu'on fait une digression un petit peu par rapport à la liberté d'expression, même si tout est lié. J'étais il y a 2 jours, je le disais, avec Marc Zinga, qui est un acteur d'origine congolaise, qui a joué dans Les Rayures du Zèbre, le film avec Benoît Poelvoort, pour parler de ce drame qui est aussi lié aux conditions économiques que l'on connaît chez nous en Afrique. Ces jeunes à qui on promet monts et merveilles, mais qui finalement rêveraient simplement de pratiquer leur sport chez eux, mais quand ils partent, c'est pour nourrir une famille en Afrique. Donc c'est ça l'objectif, c'est avant tout à 100%. Et une famille de 60, 80 personnes élargie, une famille élargie. Et donc voilà, on tourne à tous les niveaux de la société, tous les niveaux, je dirais, on est dans cette problématique quelque part de l'appât, la mauvaise coopération, d'une coopération déséquilibrée, des personnes peu scrupuleuses qui se rendent là-bas dans le cadre du football et qui vont simplement essayer de trouver dans une centaine de joueurs, certains qu'on amène ici et qu'on laisse quasiment à la rue, la perle qui va permettre de gagner, de remplir les poches des agents, mais pas du joueur. Donc voilà un petit peu les vices dans lesquels nous nous trouvons malheureusement. Et c'est vrai, ça ne dédouane pas justement les autorités africaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord aussi, c'est vrai, ça fait quand même 50 ans que ces pays sont indépendants. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est la malgouvernance. Mais la malgouvernance a un autre répondant. C'est parce qu'il ne peut pas avoir de corruption sans qu'il n'y a pas de corrupteur. Finalement, qui crée la corruption? Aujourd'hui, vous avez parlé du coltan. La corruption, c'est peut-être, pour revenir aux médias, tu vois, oui, les médias. C'était les médias en principe, s'ils sont indépendants. Voilà. Et on n'en a pas beaucoup parlé, la société civile, que vous avez évoquée. Tout à fait. Et donc, les corrupteurs ont le champ libre parce que les médias sont affaiblis. Voilà, affaiblis. Mais la société civile a réagi. Quand on va au Burkina Faso et actuellement au Burundi, c'est ça qui se passe. C'est la société civile, presse, médias compris, qui est occupée à dire stop, 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 vous allez trop loin, vous êtes trop enrichis. C'est pas ça qu'on veut, parce que les gens veulent doubler, tripler leur mandat. Donc, je te rejoins là-dessus et je me dis, tiens, rapport aux médias, société civile, c'est peut-être là le futur. Hein. Effectivement. Et quand on voit en tout cas le cas du Congo, c'est vraiment la société civile aujourd'hui, que ce soit le Burkina Faso, sont eux qui ont renversé la vapeur. Le balai et libéré. aujourd'hui, ce que fait le docteur Mukwege, donc avec les femmes violées et tout, moi j'étais agent de l'ONU donc sur le terrain, mais ce que j'ai vu, mais c'est effarant. On se dit, mais pourquoi assistons à cela? Et là, on ne peut pas parler d'Europe. Ça, c'est interne. Donc, il y a des causes exogènes et il y a des causes endogènes. Pour cette Malheureusement, le débat est intéressant. Je vois que vous êtes passionné, mais on arrive à la fin de notre émission. J'espère vraiment vous revoir très prochainement sur le plateau de l'émission Africa Europa, parce que l'idée, c'est vraiment d'échanger et on a toujours pas mal de choses à échanger par rapport à toutes ces problématiques et à la relation Europe-Afrique. Donc, peut-être chacun va dire un petit mot et voilà, on va conclure. Mirko Popovic. Pour positiver, je pense que la décision du Parlement européen d'accueillir le docteur Mukwege, de l'honorer, etc., ne peut que... Ça ne coûte pas cher et ça peut avoir des effets énormes parce que ça le protège et donc ça protège ses idées et son exemple. Non, moi, simplement, j'ai envie de dire à toutes celles et ceux qui nous suivent, même loin en Afrique, qu'il faut en tout cas pouvoir s'exprimer de tous les moyens qui sont existants aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a parlé des nouveaux médias et ils sont là. Je pense qu'avec un tweet, avec un post sur Facebook, on va loin désormais. Et donc, tout en respectant une certaine déontologie, même si tous n'ont pas un diplôme de journaliste, je pense qu'il faut faire savoir, connaître des difficultés, des injustices. Et c'est comme ça aussi qu'on a connu le docteur Mukwege. Donc, je pense, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Quand on dit liberté d'expression pour la presse, c'est liberté d'expression tout court. Et je pense qu'il faut l'utiliser. C'est un droit, c'est même un devoir, je dirais.
Niccolò Rinaldi. Moi, je peux témoigner de quelque chose dont je suis assez content, qui est cette collection de livres que nous avons lancée quand j'étais députée européenne, avec des collègues députés africaines, tous de la mouvance libérale-démocrate européenne et africaine, et qui est la première collection de livres où les deux côtés réfléchissent de façon positive à certains problèmes, qui peuvent être le développement urbain, la Corne d'Afrique, le problème de l'après-guerre, les problèmes des relations économiques, de la croissance, du travail, etc. Et je pense que nous, ici, nous sommes tous autour de cette exigence, nous l'avons tous exprimée, qu'il faut travailler sur la positivité. Il y en a de positivité en Europe et bien sûr en Afrique. Parfois, il faut vraiment la dévoiler. Ça suffit ça. Ousmane Kaba. Moi, ce que je dirais donc comme mot de la fin, c'est-à-dire qu'il y a quand même ces trois structures qui sont là. Il y a bien sûr la pluralité, il y a la diversité, mais il y a surtout la prise de conscience. Donc, comme l'ont dit les autres, si au niveau des Africains, la prise de conscience doit partir du sommet, c'est difficile. Et heureusement, comme l'a si bien dit Mirko, la société civile est un grand levier aujourd'hui sur lequel, là, ceux qui aident, les bailleurs de fonds, en tout cas qui apportent une aide et tout, doivent vraiment insister. Parce que c'est la société civile aujourd'hui qui détermine, on peut dire, le devenir de l'Afrique. Merci.